merci à tous pour votre présence ce soir. Effectivement, nous allons évoquer ensemble Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, peut-être un peu éclipsé par son célèbre fils. Alors, on commencera en évoquant l'idée que lorsque l'on parle un petit peu de l'antique royaume de Macédoine sur lequel régnait Philippe, eh bien, on ignore finalement encore beaucoup de choses à propos de cette région et de cette période de l'Antiquité. On ignore encore beaucoup de choses donc à propos de cet antique royaume de Macédoine et de ses souverains, mais cela n'est pas grave, restez malgré tout avec nous. Cela fait partie du charme de l'histoire ancienne. Et comme le philosophe grec Socrate, eh bien l'historien de l'Antiquité sait lui aussi qu'il ne sait rien ou presque, j'exagère un petit peu, mais il observe, il conjecture, et finalement c'est là une large part de son métier. On emploiera donc souvent le conditionnel ou à tout le moins la prudence. N'en soyez pas surpris durant cette conférence. La prudence, comme lorsque l'on formule l'idée selon laquelle le royaume de Macédoine paraît attesté dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, à une époque que l'on qualifie d'archaïque dans la chronologie du monde grec. À cette époque reculée, c'est déjà la dynastie des Argéades qui règne sur la Macédoine. Vous avez ici un petit arbre généalogique. Alors, il est en anglais, mais les noms sont malgré tout assez transparents. Et j'ai entouré en rouge, vous le verrez, le positionnement de Philippe II qui est au centre de cette conférence. Donc, cette dynastie des Argéades, eh bien, elle est au pouvoir dès 685 à peu près, avant Jésus-Christ en Macédoine, et elle s'y maintient jusqu'en 310 avant Jésus-Christ. Donc c'est cette dynastie à laquelle appartient donc Philippe II et a fortiori son fils Alexandre. Alors, la Macédoine, qu'est-ce que la Macédoine à l'époque ? Eh bien, au confluent de la Thrace et de la Grèce, vous avez ici une carte à laquelle je vais me référer régulièrement, mais nous avons cette région de Macédoine et son berceau. Le berceau de la Macédoine demeure le golfe que l'on aperçoit ici. Normalement, vous voyez mon petit pointeur. Le cœur de la Macédoine antique, de cette première Macédoine, c'est le golfe thermaïque qu'on appelle aussi le golfe de Salonique. Donc cette Macédoine antique, c'est un ensemble qui est tiraillé entre les Balkans et le monde grec égéen, le monde grec de la mer Égée. C'est un territoire qui est bordé à l'ouest par une région qu'on appelle l'Épire, une région qui donc borde l'Adriatique. C'est un territoire encore qui est bordé par la Péonie au nord, que l'on aperçoit ici. Et c'est un territoire qui est bordé encore à l'est par la Thrace, que l'on aperçoit donc là. Et puis au sud, c'est donc le monde grec à proprement parler, et notamment la région de Thessalie. Donc cette Macédoine antique, elle est composée de territoires au paysage et à la sociologie différents, notamment entre la Haute Macédoine, qui est une région montagneuse, une région de haut plateau, qui concentre plutôt un habitat dispersé des communautés villageoises, et la basse Macédoine, cette Macédoine plutôt des cités et des plaines qui vient ici border le golfe thermaïque. Alors les Macédoniens, qui sont-ils ? C'est une question assez épineuse, vous allez le comprendre, parce que les Macédoniens ne se font pas vraiment connaître par eux-mêmes, et ils sont souvent racontés par d'autres, et ils sont souvent racontés par les Grecs. Les Grecs qui les adorent, quoique c'est parfois difficile d'aller jusque-là, mais les Grecs qui les détestent également. On est souvent plutôt dans cette configuration. En tout cas, les Grecs sont souvent
d'une partialité coupable lorsqu'il raconte les Macédoniens. Donc il y a pour nous, qui les étudions aujourd'hui, une forme de mirage macédonien, si je veux reprendre une expression de la première moitié du XXe siècle, qui était appliquée à la cité de Sparte. Les historiens ont souvent parlé, dans la première moitié du XXe siècle, de mirage spartiate, parce que finalement, les Spartiates ne se racontaient vraiment jamais eux-mêmes, ils étaient souvent racontés par les Athéniens. Donc c'est un petit peu la même chose pour les Macédoniens. Et même si ce mirage macédonien, comme on peut le définir, est un peu dissipé, en tout cas il l'est de plus en plus, par les récentes découvertes archéologiques et par la numismatique également, qui est l'étude de la monnaie et des circuits économiques. Sur le plan narratif, sur le plan des sources littéraires, on est bien obligé cependant d'utiliser les sources grecques, en tout cas des sources grecques majoritairement, des sources qui sont souvent postérieures aux événements racontés, ce qui évidemment oriente notre approche de la question, de cette civilisation macédonienne, ou qui en tout cas l'a orientée pendant longtemps. Finalement, c'est surtout vers l'archéologie que l'on se tournera pour en apprendre davantage sur la Macédoine ancienne. Et dans ce domaine archéologique, il y a un événement qui a tout changé concernant notre connaissance de la Macédoine ancienne, notre approche de l'histoire de la Macédoine antique. C'est la découverte, alors récente, mais vous allez voir que, évidemment, sur un temps long, il faut rapporter les choses à leur juste proportion, mais c'est la découverte en 1977 de tumuli royaux dans une région de Grèce. Alors, le mot tumulus est un mot latin qui désigne une sorte de tertre. Donc, c'est cette espèce-là de petite colline tout à fait artificielle que vous avez là sur l'image de gauche. Donc, on a découvert à Vergina, en Macédoine centrale, c'est une région de Grèce. Vergina est l'ancienne Aïgaï, je vous ai mis les deux noms ici sur cette présentation. C'est l'antique capitale de la dynastie argéade. On verra ensuite que Philippe II, notamment, se fixera plutôt dans une autre cité qui est Pella. Mais Aïgaï, c'est vraiment le cœur historique de la dynastie. Et donc, aujourd'hui, c'est la cité de Vergina. Et donc, on a découvert sur ce site un ensemble de tertres, de tumuli royaux, alors en plusieurs étapes, à partir de 1977. Donc, sur près de 2 kilomètres, on a retrouvé plus de 350 tertres, donc ça n'est pas rien. Chaque tertre, chaque tumulus contenant chacun d'1 à 5 tombes. Et ce site couvre plus de 10 siècles de présence humaine dans cette antique cité d'Aïgaï. Alors vous verrez parfois l'orthographe d'Aïgéaï. Bon, ça dépend des sources et des langues. Pour cette conférence, j'ai adopté la prononciation d'Aïgaï, qui est plutôt la prononciation grecque. Donc 10 siècles de présence humaine sur ce site, grosso modo entre le 11e, 10e siècle avant Jésus-Christ et les 2e, 3e siècles après Jésus-Christ. Plusieurs tombes à dimension visiblement royale ont été dégagées, dont 2 parfaitement intactes. Une qui a été numérotée comme la tombe 2, la tombe numéro 2, et qui a été attribuée à Philippe II. Voilà, elle a été identifiée comme étant la tombe de notre fameux Philippe II. Vous l'avez sous les yeux sur cette image de droite, vous avez là l'entrée de la tombe. Et au-dessus de l'architrave de la tombe, ici on la voit mais assez mutilée, se trouvait une superbe fresque. Alors ici vous pourrez voir la porte de la tombe de manière un petit peu plus proche. Et puis, juste après, vous avez donc une
reconstitution moderne de cette fresque qui se trouve juste au-dessus de la porte inviolée de la tombe attribuée à Philippe II. C'est une scène de chasse très courante dans les décors aristocratiques macédoniens. Et on a voulu voir dans cette fresque, eh bien, Philippe et son fils Alexandre chassant ensemble le lion. Donc on aperçoit ici Philippe II et puis ici Alexandre, voilà, chassant ensemble le lion que vous apercevez par ici et qui est la chasse la plus noble, hein. La chasse au lion, c'est évidemment pas la plus simple. Voilà pour un aperçu du décor de cette tombe. Dès 1987, d'autres tombes sont découvertes, dont une assez ancienne qui est visiblement une tombe de femme attribuée à la mère de Philippe II, Eurydice. Et puis une autre tombe, une tombe d'enfant assez mal conservée qui serait peut-être la tombe du fils d'Alexandre le Grand, Alexandre IV. Elle a été identifiée, en tout cas numérotée, comme la tombe numéro 3. Et puis en 2014, d'autres découvertes ont été faites, d'autres tombes ont encore été mises au jour, donc c'est vraiment un ensemble conséquent. Alors revenons-en à la tombe de Philippe II. L'identification de la tombe numéro 2 comme étant celle de Philippe repose sur un faisceau d'indices. Alors, cette identification, elle est contestée, c'est-à-dire que toute la communauté scientifique n'est pas d'accord pour reconnaître dans cette tombe celle de Philippe II, mais il y a quand même un consensus très fort autour de cette identification. Et donc, cette identification, elle repose sur la présence d'un corps visiblement borgne, c'est-à-dire des restes présentant un visage asymétrique. Alors, les Macédoniens pratiquaient la crémation, donc ce sont des restes issus d'une crémation que l'on a retrouvée, mais les anthropologues font un travail absolument incroyable et ont permis de déceler cette asymétrie du visage. On a retrouvé dans la tombe un petit buste en ivoire, alors je vais vous montrer cela tout de suite. Voilà. Alors c'est vraiment très petit hein, comme sculpture, c'est de très petites dimensions. Aujourd'hui, c'est un petit buste qui est conservé au musée archéologique de Thessalonique en Grèce. Mais on voit malgré tout sur ce buste que l'on veut attribuer à Philippe II, en tout cas plus exactement, on veut voir dans ce personnage représenté Philippe II, on voit malgré tout cette légère asymétrie du visage. Philippe était donc borgne, première caractéristique physique. Et la deuxième, c'est qu'il était boiteux. Alors ça commence à faire beaucoup pour un personnage de cette trempe, mais vous allez voir que ça ne l'a pas empêché de faire carrière. Il a été donc blessé à la jambe assez jeune, nous y reviendrons. Et on a pu déterminer que le corps retrouvé dans cette tombe présentait également une asymétrie au niveau des jambes, puisqu'on a retrouvé dans cette tombe cette paire de jambières d'apparat, donc des cnémides en grec. Et je ne sais pas si on le voit très bien à l'image, mais il y en a une qui est plus courte que l'autre. Voilà, donc on a quand même un faisceau d'indices qui convergent vers l'identification du corps retrouvé dans cette tombe comme étant celui de Philippe. Autre caractéristique de cette tombe, les funérailles du défunt qui s'y trouvait, visiblement ont été précipitées. Certains détails décoratifs ont été achevés à la hâte, on a pu le remarquer. Et certains objets retrouvés dans la tombe, visiblement, n'ont pas été fabriqués expressément pour la tombe. Ils ont servi dans la vie quotidienne. Donc, on a amené ces objets-là, probablement parce qu'on n'avait pas eu le temps de terminer vraiment tout l'ensemble des objets d'apparat relatifs à ce défunt de haut rang. Ce qui n'empêche pas qu'on a retrouvé dans cette tombe des objets extrêmement précieux, comme cette cuirasse quasiment intacte, cuirasse donc présumée de Philippe II. Et puis surtout, on y a retrouvé dans cette tombe cet ensemble magnifique qui est un larnax.
Alors, le larnax, c'est un coffret funéraire dans lequel, eh bien, on dispose les restes du défunt issus de la crémation. Et puis, juste au-dessus du larnax, on a disposé, là, dans cette mise en scène, ce superbe diadème en feuille d'or. Donc, tout ceci se trouvait dans cette tombe inviolée. On a également retrouvé des pièces d'harnachement de cheval, ce qui laisse à penser qu'il y aurait peut-être eu des sacrifices de chevaux lors des funérailles. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans les récits homériques et particulièrement dans l'Iliade. C'est un ensemble de détails qu'on retrouve particulièrement dans l'épisode des funérailles de Patrocle dans l'Iliade. Patrocle qui est l'ami et amant du héros Achille. Et les funérailles de Patrocle restent dans le monde hellénisé vraiment la référence en termes de funérailles prestigieuses. Donc cette tombe, je l'ai dit, était inviolée, ce qui nous permet aussi de reconstituer les rituels funéraires du temps. Et il semble que les Macédoniens aient continué à pratiquer des rituels funéraires très proches des rituels homériques, hein, des rituels du monde homérique, donc des rituels, disons, de l'époque archaïque et même au-delà. On sait que c'est Alexandre qui a pris en charge l'organisation des funérailles de son père. C'est toujours une manière pour le jeune roi de rendre sa position incontestable, d'asseoir sa légitimité lors de ce type de cérémonie publique, parce que, évidemment, les périodes de transition du pouvoir sont toujours délicates. Donc là, Alexandre se présentait véritablement comme le successeur de son père. Cette tombe, en tout cas, elle évoque à la fois l'importance statutaire du défunt qu'elle abrite et la précipitation avec laquelle eh bien, le défunt fut enseveli dans un décor prestigieux mais inachevé. Alors, je souligne également, ici, vous avez une autre vue du larnax retrouvé dans cette tombe attribuée à Philippe II. On trouve sur le couvercle du larnax ce soleil stylisé qu'on a appelé le soleil de Vergina et qui fait l'objet de tensions permanentes entre la Grèce et l'ancienne république yougoslave de Macédoine, puisque l'actuel État de Macédoine du Nord a adopté le soleil de Vergina sur son drapeau. Alors le drapeau a évolué, mais enfin, c'est un des points de tension voilà, entre l'actuel État de Macédoine du Nord et la Grèce, chacun tirant la couverture de l'héritage macédonien à soi. Mais voilà, on y reviendra peut-être plus tard, éventuellement s'il y a des questions à ce sujet. Donc cette tombe, voilà, en tout cas, est celle d'un personnage important et elle se part d'un décor inachevé. Alors toutes ces caractéristiques pourraient-elles correspondre à ce que fut Philippe II de Macédoine? La réponse est oui. Voilà, je romps tout de suite un suspense insoutenable, mais probablement. Alors, avant d'évoquer la figure incontournable d'Alexandre le Grand, peut-être la semaine prochaine si vous suivez la conférence dédiée à ce sujet, avant d'évoquer Alexandre le Grand, il faut évoquer la figure du père, Philippe. Philippe II de Macédoine, vous avez ici des illustrations se rapportant à ce personnage. Alors, vous avez à gauche ici un buste présumé de Philippe II, alors, qui contraste avec le petit buste en ivoire que vous avez vu précédemment, puisque là, c'est un buste idéalisé. On est à l'époque hellénistique, c'est-à-dire après la mort d'Alexandre le Grand, et donc on est également là face à une copie romaine. Donc c'est une vision vraiment idéalisée de Philippe II, certainement pas ressemblante, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas borgne, et le visage paraît tout à fait harmonieux. Et puis vous avez donc, nous avons parlé de numismatique tout à l'heure, cette magnifique monnaie d'or frappée sous le règne de Philippe II, pour illustrer un petit peu ce personnage, son parcours, sa personnalité et ses réformes. Bref, l'empreinte qu'il laisse en Macédoine et l'héritage qu'il lègue à son fils.
Philippe est né en 382 avant Jésus-Christ et il meurt assassiné. Je vous raconte déjà la fin, mais on va y venir. Il meurt assassiné en 336 avant Jésus-Christ. Comme tous les Argéades, Philippe est familier de la violence, violence familiale, violence militaire, violence d'État. Son propre père est assassiné en 370 avant Jésus-Christ et son frère aîné, Alexandre II, est également assassiné en 368. Donc c'est presque une tradition familiale, hein, l'assassinat chez les Argéades. 368, c'est une année marquante pour le jeune Philippe. Vous l'aurez compris, Philippe est un cadet. Hein, il avait deux frères et donc son frère aîné, Alexandre II, est assassiné en 368. 368, c'est également l'année d'une défaite cuisante de la Macédoine contre l'une des cités grecques les plus puissantes du temps. Je vous propose ici cette carte pour la situer. C'est Thèbes. Thèbes, vraiment, est cette cité grecque qui va largement émerger après la guerre du Péloponnèse au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vraiment, le 4e siècle, c'est le siècle de Thèbes, Thèbes en Béotie. Et donc, en 368, eh bien, la Macédoine est défaite face aux Thébains. Cette défaite a pour conséquence la livraison d'otages de la part du vaincu, ce qui est une pratique courante dans l'Antiquité, la livraison d'otages pour consolider les traités diplomatiques et les traités de paix intervenus après que les armes ont parlé. Ces otages ont évidemment bien plus de poids s'ils sont prélevés dans les grandes familles aristocratiques, les grandes familles nobles du vaincu, et c'est également encore mieux si c'est parmi les rejetons de la famille princière. Donc c'est le cadet que les Argéades envoient comme otage à Thèbes, c'est Philippe. C'est Philippe et il va y rester donc en Béotie pendant 3 ans, donc il est adolescent, ce sont quand même des années de formation, et il en tire de riches enseignements quant à la fortune militaire des Thébains. Qu'est-ce qui fait la force des Thébains finalement ? Eh bien, il va pouvoir l'observer, Philippe. Il va notamment observer le fonctionnement de leur fameux bataillon sacré, on y reviendra tout à l'heure. Le bataillon sacré, c'est un contingent d'élite dans l'armée thébaine. Ce sont des fantassins qui fonctionnent par binôme. Ils sont environ 150 paires de combattants extrêmement aguerris, que certaines sources antiques présentent également comme des amants. Donc ils étaient un peu plus que des binômes, en tout cas ils avaient à cœur de défendre leurs compagnons. Ce bataillon sacré est extrêmement célèbre dans l'Antiquité, et donc Philippe va un petit peu l'observer. Il apprend l'art de la guerre dans ce contexte auprès d'un des plus grands généraux de l'époque, qui est Épaminondas, qui est vraiment l'homme fort de l'hégémonie thébaine à l'époque. Donc, ce passage à Thèbes, c'est vraiment une étape importante dans sa construction personnelle et dans son apprentissage graduel du métier de roi, auquel finalement il n'était pas destiné. Nous voilà doucement, en 360, Philippe a 22 ans environ, quand le destin le propulse sur le devant de la scène politique en Macédoine, lui qui n'était donc pas vraiment destiné à régner. Nous l'avons vu, son frère aîné, Alexandre II, meurt, assassiné, il est mort assassiné en 368, et c'est son autre frère, Perdiccas III, qui lui avait succédé. Alors, pour ne pas qu'on se perde, je vais tout de suite vous remettre l'arbre généalogique. Voilà, vous avez ici la fratrie, Alexandre II assassiné en 368, et puis Perdiccas III qui meurt donc en 360.
Le dernier de la fratrie est donc Philippe, qui est appelé à la régence pour le compte de son neveu, au nom de son neveu, Amyntas, que vous apercevez ici, Amyntas IV. C'est le fils d'Alexandre II. Comme le veut la coutume, Philippe épouse la veuve de son frère. Ce sera, si je ne dis pas de bêtises, la première de ses 7 épouses. Les Macédoniens sont polygames, donc ne soyez pas surpris, ils ont un certain nombre d'épouses. Et après cela, il écarte tout simplement du trône son neveu Amyntas. Alors, il ne le liquide pas, je le précise, il ne le liquide pas, ça a été assez discuté. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas tué? Bon, la question est encore discuté, mais en tout cas, il l'écarte et il se fait acclamer roi par l'Assemblée des Macédoniens. Alors, je vais vous donner un petit aperçu rapide des institutions macédoniennes, autant qu'on puisse les connaître. Voilà, vous avez ce triptyque sous les yeux, l'Assemblée des Macédoniens, le Conseil du roi et le roi. On n'est pas dans le cadre d'une monarchie absolue, il y a des contre-pouvoirs. Et parmi ces contre-pouvoirs, l'Assemblée des Macédoniens, qui est une assemblée délibérative de citoyens soldats, qui apparaît donc à certains moments de l'histoire du royaume de Macédoine comme disons, un contre-pouvoir à celui du monarque. Elle joue souvent un rôle au moment des successions. Et donc, le roi doit se faire acclamer par cette assemblée des Macédoniens, sans quoi son pouvoir n'est pas absolument reconnu. Philippe est donc roi, ça y est, mais il hérite d'un royaume en proie aux difficultés. Alors, c'est vraiment pas la meilleure période dans l'histoire de la Macédoine. La Macédoine est menacée par ses voisins. Je vous remets notre carte initiale. Ici, elle est menacée donc par ses voisins d'Illyrie, donc, dans la partie ouest des Balkans. Elle est menacée par ses voisins de Péonie au nord, une région qu'on a déjà repérée tout à l'heure. Et puis elle est menacée également par le royaume des Odryses, qui sont des gens assez redoutables et qui se situent ici du côté de la Thrace, en tout cas à l'est de la péninsule de Chalcidique, que l'on voit ici et dont on reparlera. Alors, qu'est-ce que la Macédoine à l'époque? À quoi ressemble ce royaume lorsque Philippe arrive au pouvoir? Pour l'heure, c'est encore une puissance régionale parmi d'autres. Je vais vous projeter tout de suite une autre carte qui sera peut-être plus éloquente. Vous avez notamment en vert foncé ici cette Macédoine, disons, originelle, qui est celle sur laquelle règne Philippe au début de son règne. C'est encore une puissance régionale parmi d'autres. Ce royaume très tourné vers le golfe Thermaïque, ce royaume notamment de Basse-Macédoine, est organisé en cités, particulièrement depuis la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Des cités notamment comme Pella, qui va être la capitale de Philippe, et puis des cités comme la capitale historique d'Aïgaï. En Haute-Macédoine, donc dans les régions montagneuses, l'organisation sociale est différente. Le pouvoir royal macédonien y est plus diffus. On observe dans ces régions de Haute-Macédoine des ethnées en grec. C'est un terme forgé sur le grec ethnos, qu'on retrouve par exemple dans le mot ethnologie, ethnique, etc. Des ethnées, ce sont non pas exactement des tribus, mais plutôt des communautés villageoises. Et on constate également dans ces régions la présence de nomades transhumants. Donc aussi, cette société macédonienne de l'époque est-elle encore très pastorale, même si de plus en plus, on note une perte de vigueur de ce mode de vie traditionnel dès la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. On a par exemple retrouvé un certain nombre de tombes qu'on pourrait qualifier de bourgeoises. Alors évidemment, le terme est anachronique, mais
en tout cas des tombes qui illustrent un certain niveau d'échange économique autour des grands centres urbains comme Aigai ou Pella. Donc ces tombes, par exemple, témoignent d'une vraie prospérité économique à l'époque, prospérité qui éloigne ce peuple d'une stricte économie pastorale, tout en le connectant à des échanges au plus long cours avec le monde grec, avec l'Asie mineure, qui est le territoire de la Turquie actuelle, avec l'Empire perse, etc. Alors, quels sont les fondements économiques du royaume de Macédoine? D'abord, l'exploitation de riches forêts. Et ça intéresse particulièrement les Grecs et notamment les Athéniens, qui lorgnent vers ces régions de Macédoine et de la Thrace, donc du nord de la mer Égée, parce que, eh bien, avec du bois, on fait des bateaux. Et les Athéniens en ont un besoin cruel, eux qui sont encore très attachés à leur thalassocratie, c'est-à-dire à cet empire qu'ils avaient construit sur les mers, sur la mer surtout. Donc on a très tôt des relations entre la Macédoine et les cités grecques, principalement pour cette raison autour du bois, c'est en tout cas assez net. Exploitation donc de riches forêts, mais également exploitation de mines de métaux précieux, puisque en Macédoine, on trouve de l'or, de l'argent, du cuivre, et ce genre de métaux intéresse tout le monde. On en trouve notamment du côté du mont Pangée. Alors, je vous remets peut-être la carte initiale pour le situer, ce mont. Il me semble qu'il y figure. Ici, voilà. Vous avez ici le mont Pangée, où l'on trouve notamment des mines d'or et d'argent. Et pour vous donner une idée des paysages, en tout cas actuels de la région, voilà ici à quoi ressemble ce mont Pangée, qui est donc à l'est de la péninsule de Chalcidique, du côté de la Thrace. À ces ressources forestières, minières, il faut ajouter les ressources des taxes portuaires. Il faut également ajouter une ressource qu'on aurait peut-être tendance à oublier, mais qui est une évidence pour les hommes du temps, c'est le butin. C'est le butin de guerre, puisque les objets précieux pris à l'ennemi sont fondus en lingots, généralement sur place, ça va assez vite, on ne va pas se trimballer à travers des centaines de kilomètres avec tout un tas de vases, etc. Donc, on fond tout cela sur place en lingots et on envoie ces lingots eh bien, aux ateliers monétaires de Pella, la capitale de Philippe, et plus tard à l'atelier monétaire d'Amphipolis, qui sera exploité par Alexandre. Toutes ces ressources minières, forestières, portuaires sont exploitées de manière indirecte par le monarque pour le compte des Macédoniens. Il est un administrateur. Et ces ressources sont exploitées donc selon le système de l'affermage, c'est-à-dire que l'exploitation de ces ressources est confiée à de grandes familles aristocratiques, voilà, qui vont conclure une sorte de contrat avec le monarque et qui vont, moyennant un pourcentage, exploiter ces ressources pour eh bien, la royauté macédonienne. Alors, c'est très pratique comme système. C'est un système qui sera également repris par les Romains beaucoup plus tard, puisque cela évite de développer une administration coûteuse en hommes et en ressources. Donc, ces éléments que j'ai pu décrire, eh bien, et surtout cette question des grandes familles aristocratiques, de la noblesse macédonienne, c'est à la fois une force et une faiblesse de l'organisation politique et sociale du royaume de Macédoine. Il y a partout sur le territoire macédonien, mais surtout en Haute-Macédoine, dans ces fameuses communautés des ethnées, ces communautés villageoises, il y a la présence d'une aristocratie foncière, une aristocratie martiale, éduquée à la chasse et à la guerre, dont les membres sont présents à la cour et plus encore sous Philippe II, qui va tenter de les y fixer, de domestiquer un peu cette noblesse. Ce sont des gens qu'il vaut mieux avoir sous les yeux. Certes, ça ne les empêche pas de comploter, mais il vaut mieux les avoir sur place.
Cette aristocratie, c'est également le bassin de recrutement des compagnons, ceux que l'on appelle les compagnons. C'est cette garde rapprochée du monarque. En général, ce sont des gens de la même classe d'âge qui ont été élevés au palais avec le monarque. Le cas est très net pour Alexandre, hein, qui va conduire jusqu'au bout du monde connu des Grecs, eh bien, ses compagnons qui ont grandi avec lui. En revanche, ces aristocrates ne sont pas tenus au roi par un lien de type féodo-vassalique, disons un lien de soumission sanctionné par un contrat. Donc le monarque doit rester méfiant vis-à-vis de cette aristocratie qui est parfois difficilement domptable. Les assassinats dans la famille des Argeades ne viennent pas de nulle part, hein. Il y a toujours un aristocrate pour être atteint du syndrome d'Isnogood, donc il faut se méfier. Philippe, d'ailleurs, commencera l'expansion du royaume de Macédoine dont on va maintenant parler, justement par ces territoires assez mal contrôlés de Haute-Macédoine. Hein, c'est sa première étape. Donc, entre diplomatie, stratégie matrimoniale et expédition militaire, la première partie du règne de Philippe doit lui permettre de trouver son équilibre et de composer habilement avec tous ces facteurs intérieurs et extérieurs. Parlons de l'extérieur d'ailleurs. Parfois, l'affrontement avec les voisins belliqueux, les Illyriens, les Péoniens, les Odryses, etc., eh bien, parfois, l'affrontement avec ses voisins est brutal. C'est dans ce contexte que Philippe perd assez vite l'usage normal d'un bras et d'une jambe contre un peuple que l'on appelle les Tribales. Et la bataille a eu lieu au mont Hémos. C'est une chaîne de montagnes qu'on appelle plutôt aujourd'hui le Grand Balkan, une chaîne qui s'étire en fait de la mer Noire à la Serbie actuelle. C'est juste au nord de Sofia, en Bulgarie. Donc vous voyez que les expéditions le mènent quand même déjà assez loin dans les Balkans. Voilà, donc il perd déjà là l'usage normal d'une jambe. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais je crois qu'il a pris une flèche dans un tibia, et comme on ne lui a pas retiré la flèche tout de suite, l'os a commencé à se reconstituer, à se calcifier autour de la flèche, si bien que quand on lui a retiré, ça a été des douleurs absolument terribles, et donc il en est resté boiteux à vie. C'est déjà bien qu'il ait survécu, à mon avis, mais voilà. Alors, dans ce contexte-là, la réforme de l'armée paraît à Philippe de plus en plus nécessaire, et cette réforme va aller dans le sens d'une professionnalisation de l'armée. Philippe veut une armée permanente, une armée qui ne soit pas démobilisée après chaque campagne. Une armée donc qui dans cette configuration, on le comprend assez vite, va être destinée à nourrir des projets plus grands que la simple sécurisation du territoire macédonien. La deuxième étape, après cette sécurisation du royaume de Macédoine, eh bien, ce sera l'extension du royaume. Là aussi, de manière graduelle, mais vers des limites encore jamais atteintes par les souverains macédoniens. Eh bien, cela va passer par une mise au pas des Grecs du continent. Cela passe également, on le verra tout à l'heure, par un projet de libération des Grecs d'Asie mineure, donc ces communautés grecques, ces cités grecques qui se trouvent en Asie mineure, c'est-à-dire sur le territoire de l'actuelle Turquie. Il y avait là des Grecs depuis fort longtemps, depuis l'époque archaïque, et d'ailleurs ils y resteront jusqu'au XXe siècle. Concrètement, Philippe modifie en profondeur l'équipement de son armée, vers un allègement de l'équipement pour les fantassins et vers un alourdissement de l'équipement pour une partie de la cavalerie. Cette armée va tout simplement devenir l'une des meilleures armées civiques du monde antique. C'est un rouleau compresseur et elle ne connaîtra quasiment aucune défaite, en tout cas majeure, jusqu'à affronter Rome au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ.
Cette armée est organisée autour d'une lourde phalange, hein, c'est-à-dire autour de rangs serrés de fantassins, dont les 5 premiers rangs vont soutenir une sarisse. Alors, je vous illustre cela par un petit dessin ici de vulgarisation. Vous avez là une restitution de cette formation phalangique macédonienne avec l'emploi de la sarisse. Alors, la sarisse, avec 2 S, de quoi s'agit-il? C'est une longue lance d'environ 5-6 mètres de long qui a été mise au point par Philippe et qui se porte sur 5 rangs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se promener tout seul avec sa sarisse, hein, ça n'est pas du tout fait pour ça, je ne sais plus combien ça pèse, mais enfin c'est très lourd. Donc on porte la sarisse sur 5 rangs de fantassins. Alors, ça ne se manipule pas du tout comme un javelot, hein, vous vous en doutez. Le but, ça n'est pas de lancer cela sur le camp adverse. Le but, c'est lors de l'avancée extrêmement disciplinée de la phalange, le but est de fixer l'ennemi, c'est-à-dire de venir empaler les premiers rangs adverses pour fixer la phalange adverse. Et à ce moment-là, ça c'est la grande tactique macédonienne, Alexandre la réemploiera, sans rentrer dans les détails, mais la technique globale, c'est qu'ensuite, c'est la cavalerie qui intervient sur les ailes et qui va venir tout simplement pilonner l'ennemi fixé sur le champ de bataille par les sarisses. On trouve également dans cette armée macédonienne des contingents plus légèrement équipés, que ce soit une cavalerie légère avec notamment des contingents issus des Balkans, des Thraces, des Péoniens, des gens qui sont habitués à circuler dans des régions difficiles, donc une cavalerie légère. On trouve également une infanterie plus légère qui ne sera pas armée ni équipée de sarisses. On les appelle des peltastes. Voilà, on trouve également des archers, etc. Philippe va s'employer lors de cette réforme à augmenter les effectifs militaires. Alors, sans rentrer dans le détail des chiffres qui sont toujours délicats à manipuler pour l'Antiquité, mais on considère qu'il a triplé les effectifs de l'infanterie et de la cavalerie. Pour ce qui est de l'infanterie, on est passé d'environ 10 000 fantassins à 30 000. Pour la cavalerie, de 1 000 à 3 000 cavaliers. Il retravaille également les tactiques offensives de l'armée en utilisant notamment des formations en pointe de lance, hein, qui sont donc destinées à briser les rangs adverses. Autre innovation qui paraît évidente mais qui ne l'était pas pour tout le monde à l'époque, il met en place une armée de réserve. C'est-à-dire qu'il ne va pas jeter dans la mêlée, dans la bataille, toutes ses forces en même temps. Il se réserve des contingents qui vont venir relayer les combattants tombés ou blessés ou fatigués ou démoralisés, ce qui lui permet d'alimenter en fait sur une longue durée la bataille. Donc c'est une armée qui est très bigarrée, hein, cette armée-là. Elle est composée de contingents assez hétéroclites, tant dans leur origine, je dirais, ethnique, que dans leur équipement. On y trouve également des mercenaires grecs. Hein, les cités grecques fonctionnent volontiers avec le mercenariat. On y reviendra avec Alexandre le Grand. Donc, il ne faut pas du tout imaginer que les choses sont toutes blanches ou toutes noires, les Macédoniens contre les Grecs, etc. Il y a des batailles où c'est l'armée macédonienne assortie de mercenaires grecs qui affrontent des Grecs dans les rangs desquels on trouve aussi parfois des Perses, etc. Donc, il faut voir les choses de manière plus composite. Enfin, d'ailleurs Alexandre, je l'ajoute, mais Alexandre intégrera à l'armée macédonienne des contingents perses, hein, issus des différentes régions qu'il traverse, même si tout cela ne sera pas repris par ses successeurs. Enfin, pour dire un mot de la tactique des Macédoniens, Alexandre le prouvera notamment au siège de la cité de Tyr en 332, mais les Macédoniens sont également à l'initiative de certaines innovations en matière d'ingénierie militaire et en matière de poliorcétique. Alors c'est un terme un petit peu
complexe pour décrire tout simplement l'art de prendre les villes. Voilà. Donc c'est un bel outil là dont dispose maintenant Philippe, et avec un tel outil, il peut passer à la vitesse supérieure et bien vite, il va sortir de Macédoine et il va se mêler d'affaires extérieures au royaume de Macédoine. Il va lorgner du côté des Grecs, notamment dans un premier temps du côté de la Thessalie. Il va nouer des alliances en épousant par exemple une princesse thessalienne, hein, ça fait partie aussi du jeu diplomatique. Et puis, il va se tourner vers la péninsule de Chalcidique. Je vous remets ici cette petite carte. Vous apercevez ici ce trident-là de la péninsule de Chalcidique, qui est une région importante à bien des titres pour Philippe, notamment sur le plan économique. Elle abrite des richesses, notamment forestières, et puis c'est quand même une avancée dans la mer qui ne sera pas négligeable en termes de rentrée de revenus portuaires. Le problème, c'est que dans cette région de Chalcidique, mais également de Thrace, ici, eh bien, il va se heurter assez rapidement aux intérêts économiques des Athéniens. On va y revenir. Pour le moment, il arbitre des conflits locaux en Chalcidique. Il prétend agir pour le compte des Athéniens, comme si les Athéniens l'avaient missionné pour cela, notamment du côté de la cité d'Amphipolis, hein, qui l'intéresse particulièrement. Voilà, il prétend qu'il est tenu par un traité avec les Athéniens, dont on n'a pas trop trace, hein, on n'a qu'un seul auteur grec qui parle de ce traité, donc on n'est pas bien sûr, mais voilà. En tout cas, le bilan de ces opérations est qu'en 357 avant Jésus-Christ, il occupe la Chalcidique pour sa façade maritime, et il occupe également les deux grandes cités de la région, Amphipolis donc, et Potidée, ici. Et comme il faut bien financer tout cela, il occupe dès 354 les mines d'or de la cité de Crénides, qui se situe ici sur l'île de Thasos, en Thrace. Donc la région, vous le voyez, est assez riche en minerais. Il ne s'arrête pas là, il va revenir du côté de la Grèce continentale, mais ce sont les Thébains, les habitants de cette cité de Thèbes, hein, qu'on a observé tout à l'heure. Ce sont les Thébains qui vont attirer le loup dans la bergerie. Ce sont les Thébains qui vont faire descendre Philippe en Macédoine. Alors, il ne s'est pas fait prier non plus, hein, mais enfin, ils attirent Philippe en demandant son arbitrage dans un conflit qui les oppose à une cité de la région voisine, qui est la Phocide. Voilà, notamment Delphes. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin voilà. Malgré quelques défaites, Philippe remporte la victoire finale. Philippe qui connaît bien les Thébains, hein, ils se connaissent bien, vous l'avez compris. Il remporte la victoire finale dans cette guerre, mais il se trouve bloqué dans son avancée ici, dans cette petite passe-là, qui est la passe des Thermopyles. Il est bloqué par deux cités qui, pour une fois, ont réussi à s'entendre et à faire front contre l'ennemi commun, c'est Athènes et Sparte. Alors pourquoi ? Parce que cette passe des Thermopyles, c'est quand même quasiment la porte d'entrée vers l'Attique, la région d'Athènes, et puis, si on pousse un petit peu, vers le Péloponnèse et la région de Sparte. Donc Athènes et Sparte avaient quand même intérêt à s'entendre pour faire barrage à Philippe. Ces cités commencent un petit peu à prendre la mesure du danger. Hein. Le conflit d'ailleurs avec Athènes va très vite s'envenimer. Hein. Il s'envenime très vite, notamment en Thrace. Hein, de manière indirecte, mais en Thrace. Athènes a des intérêts économiques, je l'ai dit. Athènes est très intéressée par le bois et les minerais de Thrace, elle en a besoin. Et Athènes avait installé des colonies dans cette région, qu'on appelle des cléroukies. Donc Athènes est présente dans cette région et elle entend bien le rester. Mais ça n'est pas le point de vue de Philippe. Et donc, cette époque, c'est l'époque de la première philippique. La première philippique, c'est un discours prononcé par un orateur athénien célèbre, un homme politique, qui est Démosthène. Vous avez ces dates ici. De mémoire, c'est un exact contemporain d'Aristote. Je crois qu'ils sont nés et morts la même année.
Donc ils se suivent. Alors Démosthène, c'est un excellent représentant du parti anti-macédonien à Athènes. Là aussi, les choses sont compliquées. Il y a, comme toujours face à un ennemi commun, si je veux caricaturer les choses, les collaborateurs et les résistants. Bon, eh bien, il y a un parti pro-macédonien, comme il y a un parti anti-macédonien à Athènes. Démosthène représente plutôt le parti anti-macédonien, et il va produire une série de discours qu'on appelle les philippiques et qui véhiculent une image déplorable de Philippe, qui aura d'ailleurs une postérité certaine. Hein, c'est Philippe le barbare, Philippe l'illettré, Philippe la brute épaisse. Voilà, hein, c'est à l'écouter vraiment Philippe, on est à la limite du demeuré. Donc, en 352, il rédige la première philippique, dans laquelle il exhorte ses contemporains athéniens à regarder du côté de la Macédoine et à s'en méfier. Il trouve que les Athéniens ne sont pas assez sensibilisés aux dangers macédoniens et ils ne cessent d'attirer leur attention sur ces questions-là. Athènes va s'incliner durant ces années-là dans ce conflit qui l'oppose à Philippe du côté donc de la Thrace et de la Chalcidique. Si vous souhaitez avoir une idée un petit peu de la région, voilà quelques vues contemporaines de la Chalcidique, mais sur ces vues-là, en tout cas, les paysages n'ont probablement pas énormément changé. Vous voyez que c'est une région boisée, montagneuse. Voilà ici d'autres paysages de Chalcidique avec cette superbe ouverture sur la mer. Ça fait du bien en cette période de rentrée de voir quelques paysages méditerranéens encore. Donc Athènes s'incline en Chalcidique, elle reconnaît la domination macédonienne et en 346, les deux belligérants signent une paix qu'on appelle la paix de Philocrate. Voilà. La même année, en 346, un autre orateur, qui n'est pas Démosthène, qui est Isocrate. Isocrate, lui, va produire un discours également, qui est assez facile à retenir, en tout cas dans son titre, et qui s'intitule Le Philippe. Voilà. Alors Isocrate, lui, c'est l'anti-Démosthène, lui est plutôt partisan du parti macédonien, c'est un pro-macédonien, si l'on veut caricaturer un peu les choses. En tout cas, il voit dans Philippe de Macédoine l'opportunité de pouvoir reprendre le conflit contre les Perses. C'est-à-dire qu'il souhaite, il exhorte Philippe à faire l'unité de tout le monde grec contre l'ennemi commun, en tout cas celui qui doit rester l'ennemi commun, c'est-à-dire l'empire achéménide, l'empire perse. Voilà. Pour Isocrate, il faut cesser ces querelles intestines entre cités grecques et entre cités grecques et royaume de Macédoine, et il faut tous s'unir, se donner la main, si l'on veut, contre les Perses. Bon. Donc vous voyez qu'il y a les pros et les antis. En 342, les conquêtes de Philippe, notamment en Thrace, si l'on reprend notre petite carte, vous voyez que la tache verte s'étend de manière considérable aux portes des détroits, ici aux portes de l'Asie mineure. Eh bien, ces conquêtes sont telles qu'elles commencent à inquiéter les cités des détroits, et notamment une que l'on n'aperçoit pas exactement sur cette carte, qui est Byzance. Pourtant, Byzance était une alliée des Macédoniens, mais là, Byzance commence à craindre un petit peu pour son matricule, si je puis dire, et donc Byzance se révolte en 341 contre son allié macédonien, et cette révolte est bien sûr encouragée par, vous l'aurez deviné, les Athéniens, qui ne manquent pas une occasion de se payer les Macédoniens. Mais en 338, Philippe va vouloir pousser définitivement ses billes en Grèce centrale, en Grèce continentale, en s'impliquant dans un nouveau conflit qui oppose plusieurs cités grecques. Alors là non plus, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est le sport national chez les Grecs. Il y a dans le monde grec une unité culturelle relative, une unité linguistique relative, une unité religieuse.
Mais les cités grecques passent leur temps à se quereller. Et donc, Philippe va de nouveau arbitrer dans ce conflit et il va progresser cette fois bien au-delà des Thermopyles jusqu'aux portes de l'Attique où Athènes et Thèbes vont s'allier pour le repousser. Et cette bataille importante pour le monde grec entre Thèbes, Athènes, leurs alliés et les Macédoniens, elle a lieu ici, à Chéronée. Vous voyez ces deux épées croisées avec cette date-là clé 338 Chéronée. Pour beaucoup d'historiens antiques et modernes, Chéronée, c'est le tombeau du monde grec libre, en tout cas. C'est le tombeau du monde grec libre. La bataille de Chéronée sera terrible pour les cités grecques, notamment pour celles qui mènent le combat, c'est-à-dire Athènes et Thèbes. C'est à Chéronée qu'Alexandre fait brillamment ses premières armes. Il est tout jeune, il sort à peine de l'adolescence, et il commande déjà, aux côtés de son père, la cavalerie de l'aile gauche. C'est la cavalerie des compagnons. C'est la plus prestigieuse, c'est la plus offensive. C'est lui qui, après la victoire macédonienne, puisque Chéronée est une victoire macédonienne écrasante, c'est lui qui apportera à Athènes les cendres des citoyens athéniens tombés à la bataille. Lors du règlement de cette défaite grecque à Chéronée, Philippe sera intraitable avec Thèbes. Il en fera un exemple, alors que la cité est déjà durement touchée, puisque le bataillon sacré que j'ai évoqué tout à l'heure est détruit. À la bataille de Chéronée, il est décimé, si bien que les Thébains vont dresser sur le lieu de la bataille, et ils s'y trouvent toujours, après avoir été redécouverts en 1818, ils vont dresser ce lion fier, le lion de Chéronée, en souvenir des morts thébains tombés à Chéronée, et plus particulièrement des morts du bataillon sacré. Thèbes va également recevoir la présence d'une garnison macédonienne, ce qui est un signe de soumission évident, ce qui est insupportable pour un grec. Pour un grec, la mort vaut mieux que la privation de liberté, donc recevoir une garnison étrangère stationnée dans une cité grecque jadis indépendante, c'est insupportable. Donc Thèbes est très durement traité. Athènes bénéficie d'un traitement un peu plus doux, on va voir pourquoi. Elle est moins durement traitée, malgré ses pertes. Athènes perd plus d'1 millier d'hommes à la bataille de Chéronée. Ça peut paraître très peu, c'est énorme rapporté au corps civique, c'est-à-dire au nombre de citoyens athéniens à l'époque. Athènes récupère ses prisonniers sans rançon, ce qui est plutôt un cadeau, mais vous allez voir que Philippe ne fait pas de cadeau de manière désintéressée. Et Philippe épargne à Athènes l'installation d'une garnison macédonienne. L'ancienne thalassocratie qu'était Athènes peut même conserver sa flotte. C'est généreux. C'est généreux. Pourquoi tant de générosité? Eh bien parce que des bateaux, c'est très utile, et ce sera très utile à Philippe lorsqu'il se décidera à traverser la mer Égée pour se rendre en Asie mineure, pour suivre ce projet qu'il a de libération des Grecs d'Asie mineure. Donc il a besoin des bateaux athéniens, c'est pour ça qu'il n'y touche pas. Et enfin, Philippe II est honoré de la citoyenneté athénienne, ce qui pour cet homme qui bien souvent est considéré par les Grecs comme un barbare est un honneur insigne. Il devient citoyen athénien. À l'issue de cette bataille, il fait également ériger ce monument, le Philippeion. Vous en avez ici les ruines restaurées à Olympie, et puis ici un essai de restitution logicielle du monument. Je crois que c'est une entreprise allemande qui l'a réalisé, mais sans certitude. Le Philippeion, c'est un monument à la gloire de Philippe II et de sa famille qu'il érige à Olympie.
Pourquoi Olympie? Eh bien parce que c'est un sanctuaire panhellénique, c'est-à-dire un sanctuaire dédié à tous les Grecs, en fait, un sanctuaire plus exactement commun à tous les Grecs. C'est là qu'on organise les Jeux olympiques, on y allume toujours la flamme pour les Jeux olympiques modernes. Donc, c'est le cœur battant de toute la communauté grecque. Donc, faire construire ici un monument pour Philippe, c'est une manière de se mettre un peu dans les sandales des Grecs également et de se faire plus grec que grec. Donc, ce monument abritait des statues chryséléphantines, c'est-à-dire en ivoire et en or, de Philippe II, de son épouse principale Olympias, qui est la mère d'Alexandre, etc. Voilà pour ce Philippéion à Olympie. Alors Philippe, qu'une partie des sources grecques tend à présenter comme un barbare, Philippe se pose, et vous le voyez assez bien devant ce monument, comme un défenseur de l'hellénisme, c'est-à-dire de la culture grecque. Il veut montrer qu'il est celui qui porte la culture grecque au-delà même de la mer Égée. Alors est-ce que c'est une posture de la part de Philippe ? Est-ce que les Macédoniens sont des Grecs? Voilà une question particulièrement épineuse à laquelle je ne répondrai pas en quelques minutes. Elle est âprement discutée par les historiens. Il est très difficile d'y répondre eu égard aux points que nous avons soulevés en début de conférence. Nous manquons de sources pour raconter la Macédoine et nous sommes souvent tributaires des sources grecques qui, vous l'avez vu, sont encore très partisanes. Les Macédoniens sont-ils des Grecs? Alors donnons malgré tout quelques éclairages sur cette question. Les auteurs proprement grecs sont divisés sur le sujet, vous l'avez vu, rien qu'à Athènes, il y a les pros comme Isocrate, il y a les anti comme Démosthène. Isocrate souhaite faire de Philippe celui qui portera le monde grec uni contre la Perse, donc cela signifie quelque chose du point de vue culturel. Démosthène, lui, il a tranché assez vite dans ses Philippiques, il ne discute que très rapidement des origines prétendument helléniques, c'est-à-dire prétendument grecques, des Macédoniens. Pour lui, c'est une affaire classée, les Macédoniens, ce sont des barbares, point. Alors, si l'on s'éloigne de ces sources partiales, la théorie communément admise sur l'origine des Macédoniens veut qu'ils soient apparentés aux Grecs, mais mêlés de peuples thraco-illyriens, c'est-à-dire de peuples des Balkans, des Thraces, des Illyriens, des Péoniens. En fait, c'est un mix. C'est un mix, et c'est le point de vue de Platon, par exemple. Platon, dans le dialogue du Ménexène, c'est un dialogue qui met en scène Socrate, qui a vraisemblablement été rédigé après 387 avant Jésus-Christ. Dans le Ménexène, Platon considère les Macédoniens comme des mixo-barbaroi. Alors, tout le monde ne maîtrise pas le grec, mais je crois que là, le terme est particulièrement transparent. Mixo-barbaroi, des semi-barbares. Voilà, donc Platon, lui, il est entre deux chaises, des semi-barbares. C'est aussi la voie médiane empruntée par d'autres auteurs, comme Hésiode, le poète d'époque archaïque Hésiode, comme Polybe, qui lui écrit plus tard au IIe siècle avant Jésus-Christ, ou comme Diodore de Sicile, qui est de culture grecque, c'est un contemporain de César et d'Auguste à l'époque romaine. Tous ces auteurs-là, du 8e au 1er siècle avant Jésus-Christ, font des Macédoniens des parents des Grecs. Voilà, c'est les cousins, quoi. Ce sont des cousins. C'est pas les cousins qu'on voit tous les jours, hein, mais ce sont des cousins. C'est certainement l'option qui paraît la plus intéressante et probablement la plus proche de la vérité. D'autres auteurs en font clairement des Grecs, comme Hérodote, qu'on surnomme le père de l'histoire. Hérodote, pour qui les Macédoniens sont des Doriens, c'est-à-dire des Grecs comme les Corinthiens ou les Spartiates, qui sont aussi des Doriens. Voilà. Donc, quelque part, les Macédoniens seraient parents des Corinthiens ou des Spartiates. Alors pourquoi les Macédoniens paraissent-ils souvent si différents d'eux aux Grecs?
alors qu'ils ont porté, notamment avec Alexandre, la culture hellénique au bout du monde, dans des métissages inédits. Pourquoi les Macédoniens sont-ils si maltraités par les Grecs? Thucydide, l'historien grec Thucydide, qui vit au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui sera un acteur de la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes, Thucydide, nous dit avec une certaine condescendance, pour ne pas dire un certain snobisme, nous dit que ces Macédoniens ont des coutumes différentes des Grecs. Enfin, ça n'est pas tout à fait un Grec, le Macédonien. Il insiste là-dessus, et surtout les Macédoniens, selon lui, ont une organisation sociale et politique qui paraît exotique aux Grecs. L'aristocratie foncière, le principe de royauté, voilà. Pour un Athénien, la royauté, c'est loin. Alors, il y a un peu de mauvaise foi, puisque dans le monde grec, il y a des royautés. Sparte est une cité qui a encore des rois. C'est une diarchie, hein. Sparte a 2 rois. Donc, la royauté est présente dans le monde grec. Mais pour la Grèce des cités, la Grèce des poleis, comme on dit en grec, la Macédoine, ce sont des communautés, des ethnées, et ça, notamment pour Aristote, l'ethnos, c'est le degré zéro du développement humain, quoi. Quand on est un petit peu raffiné, on est organisé en cité, pas en ethnos. Voilà, donc pour toutes ces raisons, Thucydide nous dit ce sont pas des Grecs pure souche. Bon. Donc c'est surtout leur organisation politique et sociale qui paraît intriguer, dans le meilleur des cas, les Grecs. À noter cependant que les Macédoniens participent aux Jeux panhelléniques, qui rassemblent tout le monde grec. Hein. Ça ne pose pas de problème. On sait que le grec n'est pas la langue vernaculaire des Macédoniens. Donc là, j'ouvre quelque part un nouveau chapitre. Les Macédoniens parlaient-ils grec? Eh bien, oui et non. Voilà. Le grec n'est pas la langue vernaculaire des Macédoniens, même si le grec attique, c'est-à-dire le beau grec, le grec de la région d'Athènes, ce grec attique est la langue officielle de la cour royale macédonienne depuis le roi Archélaos Ier, c'est-à-dire à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, le macédonien ancien serait une langue hellénique, un dialecte donc hellénique, hein, apparenté à la famille des langues grecques, un dialecte assez proche des dialectes helléniques que l'on parle en Épire, donc du côté de la façade adriatique des Balkans, et en Thessalie, voilà, donc les régions périphériques hein, de la Macédoine. Donc c'est une question très ouverte, hein, la langue des Macédoniens, quelle langue parlaient-ils? On peut repérer des termes visiblement macédoniens dans certains textes. On a très peu d'écrits, on a surtout des inscriptions épigraphiques, c'est-à-dire des inscriptions gravées sur des supports durs, la pierre, le métal, etc. Donc, on repère des termes qui nous permettent de comprendre qu'ils parlaient autre chose que le grec, mais on ne parvient pas encore à savoir s'il s'agit que de quelques expressions ou de toute une langue. Voilà, on n'a quasiment pas de traces de leur langue quotidienne, mais ce dont on est sûr, c'est qu'ils parlaient grec. Ils comprennent le grec. Alexandre, on sait qu'il lui arrive de parler macédonien, notamment lorsqu'il ne veut pas se faire comprendre avec ses proches compagnons, mais sa langue de communication est le grec, sans aucun problème. Sur le plan religieux, les Macédoniens vénèrent les dieux du panthéon grec, donc je n'insiste pas. Sur le plan culturel, la proximité avec le monde grec est également très nette. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, le roi macédonien Perdiccas II accueille à la cour macédonienne des savants, des intellectuels grecs, comme le médecin Hippocrate, par exemple. Même chose pour le roi Archélaos Ier, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui règne à l'extrême fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Archélaos va recevoir à la cour macédonienne le dramaturge Euripide, le dramaturge grec Euripide, un des grands dramaturges grecs, avec Sophocle, avec Échille.
Euripide se réfugie à la cour macédonienne en 406 avant Jésus-Christ. Donc ces pièces de théâtre, les pièces d'Euripide, ont pu être jouées en Macédoine, où les odéons et les théâtres sont très nombreux. Et ça, Philippe II en sait quelque chose. On y reviendra tout à l'heure. Autre illustre intellectuel à être passé à la cour macédonienne, évidemment, c'est Aristote. Aristote, qui passe 5 ans à la cour de Philippe II à Pella. Aristote va être débauché par Philippe d'une autre cité d'Asie mineure pour venir dispenser ses enseignements à Alexandre et à ses compagnons pendant 5 ans. Donc vous voyez, malgré son statut supposé de périphérie, en tout cas d'un point de vue grec, la Macédoine est vraiment partie prenante de la communauté culturelle grecque. L'art macédonien participe de ce que les chercheurs actuels appellent l'hellénisme macédonien, c'est-à-dire une culture grecque, mais avec une sorte de Macedonian touch, quoi. Voilà, une petite variante. On le constate notamment lorsque l'on se rend à Aigai ou à Pella. Il suffit d'observer les tombes aristocratiques d'Aigai ou les demeures aristocratiques de Pella, l'ancienne capitale de Philippe. On observe que ces demeures aristocratiques ont révélé, vous le voyez ici, des mosaïques chatoyantes, très finement réalisées, ainsi que de superbes fresques colorées. Vous avez là sous les yeux une des mosaïques les plus célèbres de l'art macédonien, qui est cette mosaïque de la chasse au lion. Encore une chasse au lion, vous l'aurez vu sous différents supports, la peinture et la mosaïque. J'ajoute également, si l'on revient dans la capitale historique des Argéades, à Aigai, cette photographie d'une mosaïque ornant l'une des salles de réception du palais d'Aigai. Vous voyez là l'un des agents d'entretien qui la nettoie au jet. C'est une mosaïque de très grande taille, de très grande dimension, et qui est absolument superbe. Parlons rapidement de la métallurgie macédonienne. Les artefacts issus de la métallurgie macédonienne, rappelez-vous, ces gens-là ont un certain nombre de métaux, sont également, comme l'architecture macédonienne, très marqués par l'hellénisme, sans être des copies serviles. Donc encore une fois, de l'hellénisme, mais avec cette Macedonian touch. Vous pouvez vous renseigner sur ce sujet en parcourant cette récente publication qui est un catalogue d'une exposition du musée du Louvre qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, au royaume d'Alexandre le Grand, la Macédoine antique. Ce catalogue est disponible en libre consultation sur Internet. Je crois que le lien vous sera transmis dans la prochaine newsletter de Conferencia, si je ne dis pas de bêtises, mais si j'en dis, je crois qu'Alejandra me corrigera tout à l'heure. Alors, revenons-en à Philippe, qui entend donc transformer cette victoire éclatante de la Macédoine à Chéronée en 338. Il veut transformer l'essai par un projet d'une ampleur jusque-là inégalée pour un souverain macédonien. Il a le projet de débarquer en Asie mineure. On y revient. Vous voyez ici les côtes d'Asie mineure. Pour cela, il va s'y préparer et il va créer une alliance de cités grecques que l'on appelle la Ligue de Corinthe et que vous voyez sur cette carte figurée en orange. La Ligue de Corinthe, qu'on appelle aussi la Ligue des Hellènes, c'est-à-dire, c'est le terme pour désigner les Grecs dans l'Antiquité. Ces ligues, ce sont des structures dont les Grecs ont l'habitude, les Grecs ont l'habitude de se structurer en alliances de ce type. Ce dont ils ont moins l'habitude, c'est que cette alliance, la Ligue de Corinthe, soit placée sous commandement macédonien. Ça n'est pas habituel. Cette Ligue de Corinthe, les cités grecques doivent la rejoindre, elles n'ont pas tout à fait le choix, et elles peuvent en tout cas y conserver leur autonomie, ce qui est un geste de respect de la part de Philippe. Philippe n'exerce pas un impérialisme, disons, bas de gamme. Il n'a pas l'ambition de transposer au monde grec son organisation politique.
Pas du tout. Il respecte l'organisation politique et institutionnelle des cités grecques. En revanche, il a besoin de leurs ressources et de leurs ressources en hommes. Ces cités ont donc l'interdiction au sein de la Ligue de Corinthe de se faire la guerre, parce que Philippe va avoir besoin de toutes leurs ressources militaires. Cette Ligue de Corinthe doit devenir ce qu'on appelle en grec une symmachie, ou symmachie avec un Y, c'est-à-dire tout simplement une alliance militaire. Une alliance qui rendrait les cités grecques pourvoyeuses de contingents en cas de campagne militaire. Et cette campagne, elle arrive. Elle arrive, la campagne qui s'annonce, et j'en terminerai sur ce point, c'est celle d'un débarquement en Asie mineure, donc sur le territoire de la Turquie actuelle. Ce projet-là, il est donc d'abord à attribuer à Philippe avant de l'attribuer à Alexandre. C'est Philippe qui a eu le premier l'idée de mettre le pied en Asie mineure qui est sous domination et sous administration perse à ce moment-là. Alexandre ne fera que reprendre ce projet et évidemment le porter plus loin et s'en servir comme socle pour des conquêtes plus ambitieuses encore. Donc Philippe va justifier cette fois cette sortie du monde égéen, en tout cas du monde grec, parce qu'il faut quand même bien le justifier. Il va justifier ce geste de mettre un pied en Asie mineure par l'idée de venger les guerres médiques. Alors, cela nous ramène au siècle précédent, 5e siècle avant Jésus-Christ, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les guerres médiques, c'est une série de 2 gros conflits entre l'Empire perse et le monde grec coalisé, puisque cela débute sur une révolte des cités grecques d'Asie mineure qui veulent se débarrasser du joug perse. Cette révolte, elle est excitée par Athènes, et puis voilà, la région s'enflamme. Donc entre 490 et 479 avant Jésus-Christ, ce sont les guerres médiques, et donc Philippe veut venger les guerres médiques et veut venger cette présence jadis des Perses dans le monde égéen. Les Perses ont débarqué en Grèce, et donc Philippe veut venger cela. Donc Philippe se met bien du côté des Grecs. Philippe se présente en libérateur des cités grecques d'Asie mineure, ces cités qui sont présentes majoritairement sur le littoral d'Asie mineure, du côté de l'Ionie, de la Lycie, etc. C'est des cités qui sont là depuis très longtemps. Et donc, voilà, il se présente en libérateur des cités grecques. Il dit à ces Grecs d'Asie mineure, je viens vous libérer du joug perse, rassurez-vous. Voilà, il présente les Perses comme des barbares. Bon, alors on est toujours le barbare de quelqu'un d'autre, voilà, mais c'est en tout cas la communication qu'il lance. Et du côté des Grecs d'Asie mineure, on n'est pas chaud sur ce projet, parce que finalement, on ne vit pas si mal la domination perse. Les Perses laissent une grande autonomie aux cités grecques, ça ne se passe pas si mal. Donc, pour les Grecs d'Asie mineure, troquer les Perses contre les Macédoniens, c'est se retrouver entre la Perse et le choléra. Donc, on n'est pas chaud sur ce projet-là. Mais Philippe va malgré tout réaliser ce projet, et il profite d'un moment de flottement dans l'Empire perse durant ces années-là. Eh bien, le roi des rois, l'empereur perse, le roi plus exactement, le roi des rois, décède. Il s'agit d'Artaxerxès III, il meurt en 338. Et donc, voilà, dans ces moments de succession, on est toujours un peu dans des situations de flottement, et les Perses regardent ailleurs, et c'est le moment pour Philippe de pousser ses billes en Asie mineure. Et donc, Philippe lance son projet en 336, mais ce projet est rapidement et brutalement interrompu. Alors, il a débarqué, malgré tout. D'ailleurs, il y a eu quelques escarmouches, pas forcément à la gloire des Macédoniens, enfin c'est pas fameux, mais enfin ce projet-là, l'avancée en tout cas des Macédoniens en Asie mineure, est interrompue par l'assassinat de Philippe à l'été 336 à Aïgaï, dans le théâtre d'Aïgaï. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous parlait du fait que Philippe avait une connaissance assez poussée de ce qu'était un théâtre. Vous avez ici quelques vues du site archéologique actuel de cette très vieille cité macédonienne d'Aïgaï, donc Vergina.
Je vous remets la carte ici, voilà, hein, nous sommes de ce côté-ci du golfe Thermaïque. Voilà Aigai, et vous avez donc ici également une vue aérienne du complexe palatial, donc du palais d'Aigai et de son théâtre, le théâtre qui a donc été celui de l'assassinat de Philippe. Vous en avez une vue un peu plus agrandie ici. Philippe organisait à ce moment-là des festivités somptueuses pour le mariage de sa fille Cléopâtre, avec un oncle maternel, peu importe. Et donc, il arrive là en procession dans ce théâtre, habillé de blanc, et il est poignardé dans le dos, ce qui est quand même pas très chic, hein, par un personnage qu'on appelle un somatophylaque, c'est-à-dire un garde du corps, que les sources ont nommé. Il s'appellerait Pausanias. Donc c'est un certain Pausanias qui assassine Philippe. Alors à qui profite le crime? Quel est le mobile de cet assassinat? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors c'est un cold case, hein, c'est-à-dire que ça n'est pas un dossier résolu encore, mais nous pouvons le ressusciter. Il est difficile d'identifier évidemment à tant de temps de distance le commanditaire. On a pensé à l'épouse principale de Philippe, Olympias, la mère d'Alexandre, qui est une femme au caractère bien trempé, pour ne pas dire une intrigante de première classe. Elle pâtit d'une légende noire, hein, dans les sources, mais elle fait peur à Philippe, pour vous dire. Elle fait peur à Philippe. C'est une ensorceleuse. Elle prétend communiquer avec les dieux. Enfin, il y a tout ce côté mystique, hein, autour d'Olympias. Elle est issue du royaume des Molosses. Alors, elle en a gardé le caractère. Elle est indomptable, hein, elle est ingérable, hein, pour dire les choses. Donc, pourquoi pas Olympias? Elle était en brouille, pour ne pas dire autre chose, avec Philippe, puisqu'elle souhaitait imposer Alexandre comme eh bien, successeur incontesté de Philippe, et Philippe n'en a pas toujours manifesté le projet. Donc on a également pensé qu'Alexandre était peut-être aussi à l'origine de l'assassinat. Il est aujourd'hui lavé de tout soupçon par la communauté scientifique, sauf par un historien qui est mort en 2011, qui s'appelle Ernst Badian. Mais Alexandre a attiré l'attention sur les Perses. C'est toujours plus facile de détourner évidemment le regard et de se sortir de cette affaire. Alexandre, voilà, aurait prétendu que les Perses auraient assassiné Philippe pour se venger de ce projet de débarquement en Asie mineure qu'avait Philippe. À la vérité, on n'en sait rien, et tout ce que l'on tend à penser, c'est qu'il s'agirait d'un acte isolé de la part de ce Pausanias qui souhaitait venger un crime, un viol. Dans tous les cas, Philippe n'est plus, et nous en terminerons sur ce point. Philippe a donc été assassiné, comme son père ou son frère. Vous voyez qu'il perpétue la tradition familiale. Que laisse-t-il à Alexandre? Il laisse à Alexandre un royaume fort, une armée efficace et un grand rêve. Un grand rêve, celui de la conquête et peut-être de la marche vers l'Orient. À qui appartient ce rêve de l'Orient? À Philippe ou à Alexandre? C'est toujours difficile de trancher, mais en tout cas, voilà tout un ensemble d'éléments qui font qu'Alexandre n'aurait probablement jamais été le grand, sans le travail accompli par son père, borgne et boiteux, mais politique retors et administrateur de génie. Voilà pour ce personnage, et je vous laisse avec cette bibliographie et ces quelques ressources pour aller un peu plus loin sur le sujet. Je me tiens évidemment à disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Alors, je crois qu'Alejandra va peut-être faire défiler les questions. Ah, à quoi ressemble le macédonien écrit graphiquement? La plupart des inscriptions, je crois même en tout cas les quelques inscriptions dont on dispose, sont écrites en alphabet grec. Donc malheureusement, pas de surprise. Cela ressemble à du grec, hein, c'est de l'alphabet grec. Simplement, on remarque qu'il ne s'agit pas de mots en grec. Voilà ce que je peux vous dire.
Quel aurait été l'héritier préféré à Alexandre? Alors, je ne sais pas si on a la réponse à cette question, en tout cas, je ne la connais pas. Alexandre, disons, s'impose naturellement à l'adolescence. Simplement, c'est un personnage assez impétueux, assez ambitieux, et donc Philippe n'a pas l'intention de lui laisser trop vite la place. Mais Alexandre est l'héritier, je dirais, quasiment naturel, de par son âge, de par son caractère, et en tout cas les sources qui nous racontent Alexandre, on en parlera peut-être la semaine prochaine, mais les sources qui nous racontent Alexandre racontent un personnage hors du commun. Donc l'éclat dont bénéficie Alexandre dans les sources, malheureusement, a occulté définitivement d'autres potentiels héritiers.